Bonsoir à tous et à toutes, ici Tigiste, ravie de vous retrouver dans l'émission Focus sur Canal 10, votre rendez-vous d'analyse et de compréhension des grands enjeux de notre territoire. Et ce soir, Focus prend une dimension particulière à l'occasion du jeudi Anthropologie, une émission consacrée à la mémoire, la géopolitique et l'héritage spirituel africain qui revient de plus belle. Alors nous recevons Maniambe, le président de l'Institut Anijar et surtout passionné de transmission pour parler du lancement de la bibliothèque du savoir, une initiative qui vise finalement à redonner vie à la mémoire africaine à travers 365 vidéos, documents et enseignements accessibles pour tous. Ce projet n'est pas un simple site, mais une institution vivante. Donc chaque jeudi, une nouvelle capsule, une émission, un rendez-vous de savoir et de connaissances. Alors qu'est-ce que c'est la bibliothèque de savoir? Pourquoi maintenant? Et surtout, comment ces savoirs peuvent-ils nourrir notre regard sur le monde? C'est ce que nous allons explorer tout au long de cette émission avec notre invité bien sûr qui allie rigueur et vision spirituelle. Maniambe, bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Canal 10. On démarre cette soirée par un regard global sur les équilibres du monde et sur cette Afrique en mouvement, notre affirmation politique et renaissance culturelle. Alors Maniambe, on le voit depuis quelques années, une nouvelle génération de dirigeants africains semble vouloir rompre avec certains schémas du passé. Et parmi eux, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne une forme de résistance et de renouveau. Qui est-il et pourquoi son parcours fascine-t-il autant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu longtemps une forme de contrôle, de mainmise, d'impérialisme de la France, il faut le dire tel quel, sur l'Afrique. On parlait même pendant un moment de France-Afrique. Ce qui est paradoxal parce qu'à aucun moment on parle par exemple de l'Afrique-France. On ne parle jamais de la Russie-France. Mais la France est permise d'avoir des territoires en Afrique. Et ça, on l'a vu à l'époque de Blaise Compaoré et autres, que les anciens dirigeants. Même aujourd'hui, ceux qui sont au Sénégal continuent à tenir un peu le pays, comme ça fait les anciens du Sénégal, continuent à tenir le pays en ce sens, Macky Sall et autres. Mais maintenant, on voit qu'il y a une émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux présidents avec une nouvelle vision. Et moi, je vais même prendre un exemple. Je me suis rendu au Sénégal plusieurs fois, et quand je parle avec la jeunesse, sincèrement, on voit la différence. C'est-à-dire, avant même de parler d'Ibrahim Traoré, moi, en étant au Sénégal, je parle avec des jeunes, ils me disent, la France, c'est fini. L'Europe, c'est fini. On ne veut plus de ces personnes chez nous. On a compris. Moi, maintenant aussi, je pense que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, c'est simple. Même moi, quand je me rends au Sénégal, on me reconnaît à l'aéroport, c'est fini. Donc, je suis obligé de dire bonjour, ça va. Ah, c'est lui qui était sur la vidéo avec M. Moutoundé. Donc, on voit qu'il y a cette nouvelle jeunesse, cette émergence, cette nouvelle pensée. Pensée toujours alliée avec la tradition. Mais on voit que la facilité qu'il pouvait y avoir d'intégrer le cercle intime des dirigeants par une autre, on va dire, succursale étrangère, cela, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Et on prend l'exemple maintenant d'Ibrahim Traoré, qui représente à lui tout seul ce nouvel élan, cette nouvelle forme. Donc, c'est vrai que lorsqu'il a pris le lead, le pouvoir, cela s'est fait par un coup d'État. Je mets des guillemets par un coup d'État. Parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer à la population vraiment ce qui se passe et la vérité. Parce que lorsqu'on est en Guadeloupe, on a l'impression qu'on vit sur une île qui est très belle, qui est magnifique. On se coupe un petit peu de ce qui se passe ailleurs. C'est exactement ça, on se coupe de l'extérieur. Alors qu'il y a des coups d'État qui se font partout dans le monde, souvent améliorés, dopés, boostés par des pays étrangers. Parce que je rappelle, si un pays, son PIB, c'est-à-dire son produit intérieur brut, est 10 000 fois ou 5 000 fois plus faible que celui de la France, comment ils font pour avoir des armes? Il faut les payer, ces armes, quand même. Donc, c'est que ces d'autres pays leur donnent accès aux armes pour pouvoir prendre le pouvoir et après faire un coup d'État et renverser le président. Donc, il faut comprendre déjà que lorsque la France ou l'Europe critique Ibrahim Traoré en disant qu'il a fait un coup d'État, les gars, il faut arrêter, vous critiquez vous-même. C'est des coups d'État, vous en avez fait et sûrement vous voulez en faire. Donc il faut bien prendre conscience de ça, premièrement. Deuxièmement, coup d'État, oui, physiquement, enfin, d'un point de vue juridique, oui, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que dans les faits, on voit que Ibrahim Traoré, globalement, l'AES, ils sont dans une autre dynamique. La dynamique qui est celle, l'Afrique d'abord. Les Américains disent American first. American first again, American great again, American great. Mais nous, on va dire maintenant l'Afrique numéro 1, l'Afrique en premier. Et c'est cela qui devient intéressant. Donc,
Allez, vas-y, t'as Non, une non. question. Je continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la capacité, le sous-sol, quand on voit les compétences, parce que souvent on parle de l'Afrique comme étant premier producteur d'or, première source minière de ceci, cobalt et autres. Mais on ne dit pas aussi que sur la terre, il y a des gens qui marchent, une population, il y a des personnes. Moi, je me suis rendu en Égypte, je me suis rendu au Sénégal, Côte d'Ivoire. Il y a du monde, hein. C'est pas genre le sous-sol et puis avec quelques éléphants et quelques girafes. Il y a du monde qui vit. D'ailleurs, l'une des plus grandes villes du monde, le Caire, c'est en Afrique. Voilà, le Nigeria, c'est en Afrique. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Bon, on va pas faire comme si... voilà. Donc, il faut bien comprendre cette chose-là. Et en étant dans cette dynamique, on se rend compte qu'Ibrahim Traoré, lui, dit maintenant, l'or est de nos sous-sols, on va le transformer et vous allez le recevoir chez vous. Transformer. Le moment où on vous donnait des montagnes d'or, parce que moi j'ai les vidéos, j'ai les photos, hein, ceux qui viennent à l'Institut, d'ailleurs on parlait de la bibliothèque du savoir, on montre ce type de vidéos. On montre carrément, par exemple, le Tchad, il donne des montagnes d'or à la France. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est parti, on ne sait même pas comment c'était livré. Pourquoi il y a ces non-dits? Pourquoi on ne le sait pas? C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, tout est une question d'intérêt. C'est très simple. Tu prends un supporter du Real Madrid, tu prends un supporter de Barcelone. Okay. Bon, le supporter du Real Madrid, son équipe a perdu 5-0. Ils se sont pris d'une de culotté. Hein. Il va te dire, oui, mais tu sais, on a perdu, mais on a quand même, tu vois... Il va défendre son intérêt. Il a perdu 5-0, mais il va quand même défendre son intérêt. Tu prends le Paris Saint-Germain, Real, Barça, tout le monde défend son intérêt. On est d'accord. Tu prends n'importe quelle situation, tu prends la F1, Ferrari, Mercedes, Ferrari finit dernier, mais le supporter de Ferrari va dire oui, mais quand même, c'est que la route n'est pas bonne. Donc, tout est une question d'intérêt. Là, je vais en venir avec la population pour bien comprendre les choses. Avant, on était dans un monde bipolaire, multipolaire, tripolaire. Maintenant, ça n'existe plus. Chacun défend son intérêt. Donc, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'était compliqué de pouvoir sortir de la France? Pourquoi c'était compliqué d'avoir une nouvelle vision? Parce que chacun, maintenant, se bat pour son intérêt. Chacun se dit, moi, mon intérêt, il est où? Si mon intérêt, il est là, j'y vais, j'y reste. Si mon intérêt n'y est pas, je sors. Je prends l'exemple d'un pays qui s'appelle l'Ouganda, en Afrique. Beaucoup de pétrole. Il faut voir les pays défiler en Ouganda. Le président ougandais, il prend une cité, il met la télé, et il fait les gens défiler devant lui. La France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, même les États-Unis viennent. Et lui, il dit, je prends la meilleure offre. Parce que tout le monde défend son intérêt. Mais à la télé, il faut vous dire qu'il y a l'ONU, il y a le G20, il y a le G7, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ils n'ont rien. Ils vont te dire, j'ai le G20, G10, G30. Ils n'ont absolument rien. Donc du coup, maintenant, la pensée africaine, c'est cela. À travers Ibrahim Traoré, on défend notre intérêt, qui nous sommes et où nous voulons aller. L'or, c'est chez nous, on le transforme et on vous le donne déjà tout fait. Après, allez au Louvre, allez où vous voulez, je ne sais pas, dans le 6e, ouvrez vos bijouteries. Mais au moins, on a eu le retour financier qu'on devrait avoir par rapport à ce que nous avons dans notre sous-sol. Pour terminer. Oui. Alors, c'est là où, en tout cas, le Burkina Faso a marqué un grand tournant, c'est la sortie de la CEDEAO, qui, voilà, a été impactant. Mais on parle aussi d'une Afrique qui veut aussi maîtriser sa propre technologie, son ciel, son espace. Peut-on dire qu'on assiste finalement à la naissance d'une souveraineté africaine de savoir? Plus que jamais. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été les premiers. On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça, c'est pour les enfants à l'école. Oui. L'Afrique, c'est l'humanité. Si les Africains n'étaient pas sortis de l'Afrique pour pouvoir polluer le reste de la planète, il n'y aurait pas eu d'humanité. Il y aurait eu un seul pays qui s'appelle l'Afrique. Un seul continent qui s'appelle l'Afrique. Donc, il faut arrêter de dire que c'est le berceau. Nous sommes le berceau de personne. Voilà. Donc, maintenant, les personnes qui sont sur place veulent montrer leurs compétences, veulent montrer leur savoir-faire. Le continent africain peut inclure l'Europe, l'Asie, et les Amériques. Le continent africain à lui tout seul. Donc nous sommes le plus grand. Nous sommes les premiers. Nous sommes tout ce qu'il faut. C'est comme si on est Usain Bolt, mais on veut courir en 5 mètres en marche arrière, quoi. Non. C'est vrai. On est Usain Bolt, on veut courir autour de voie et courir en 9,69, quoi. Tu vois un peu le truc, c'est ça. Donc, quand on parle de ça, maintenant, les personnes qui sont sur place, et quand je vais en Afrique, je les vois, ils sont tous compétents. Et même plus compétents que certains. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. J'ai rencontré une fois le dirigeant, j'ai déjeuné avec lui, le dirigeant d'une banque africaine.
il me dit, lorsqu'il va en Europe, ça lui fait rire. Pourquoi? Parce que lui, il a toujours connu la crise. Donc quand il te dit la crise de 2008, la crise de 2009, il te dit, mais chez nous, c'est normal ça. Donc quand il va en Europe, il apporte des solutions que les Européens n'ont même pas vues. Parce que lui, chez lui, c'était la crise tout le temps. Donc il dit, tu vois, même quand on nous met de la crise, finalement, ça nous sert lorsqu'on arrive en Europe. Parce qu'on est sûr, c'est même pas sûr, on est extrêmement compétent. Parce qu'on est au-delà de la pensée européenne. Et quand on rajoute ensuite la pensée africaine avec ça, ben, les gars, ils ne veulent pas me laisser partir. Donc c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la jeune mathématicienne aussi là, du Kenya, je crois, 16 ans, mais elle cartonne. Donc c'est cela. Il faut donner à l'Afrique sa grandeur. Mais l'Afrique aussi reprend sa grandeur. Et Ibrahim Traoré est en train de le montrer tout simplement en ce moment. Alors là où j'aimerais revenir sur un point, c'est ce que vous avez mentionné sur le multipolaire, ce nouvel ordre mondial. Alors l'Afrique a-t-elle désormais une voix singulière? Une portée en tout cas singulière. Oui, clairement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend l'exemple du Burkina Faso, du Bénin, au Bénin, tu peux aller à l'église comme tu fais du vaudou. C'est-à-dire, c'est singulier. C'est-à-dire, bon, même si les Européens vont des fois avoir certaines dames pour faire des cartes et autres, mais ce que je veux dire, c'est que c'est singulier. C'est une facette de leur interprétation. Voilà. Mais le vaudou est beaucoup plus complet que ça. Beaucoup plus complet que ça. Bien sûr, on ne va pas comparer le vaudou avec le tirage de cartes. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans la façon de faire au quotidien, c'est singulier. Et cette singularité, on veut l'entendre et on veut le dire. Parce que lorsqu'on dit qu'on est le premier producteur de pétrole, c'est singulier quand même. Oui, bien sûr. Ben oui, par rapport aux autres. Ouais. Donc il faut quand même le dire. Lorsqu'on dit que nous on fait du vaudou, lorsque nous on dit on fait tel type de spiritualité, lorsqu'on se dit qu'on est Yoruba, Fan, Bassa ou autre, on est singulier. Là où l'Europe a voulu justement une uniformisation, j'ai que ça à le dire. C'est très bien. C'est très bien. Mais une uniformité, voilà, de l'homme et de l'être humain. C'est-à-dire tout le monde doit avoir des Apple, tout le monde doit avoir des AirPods à ses oreilles et tout le monde doit s'habiller en Nike. Mais lorsqu'on se rend en Afrique, on voit que on va au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais tu vas parler, on te dit, à lui les Syriens, à lui les ceci, à lui les ceux, à lui les mandingues, tu te dis, mais attends, mais je ne comprends pas. Et vous vivez tous ensemble? Oui. Et tout se passe bien. Donc c'est ça. Il faut comprendre que la singularité, de toute façon, singularité, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est uni, de unité, et le vers, c'est diversité. Donc c'est l'unité dans la diversité. Donc lorsque l'Africain te dit qu'il est univers, il fait l'univers, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'unité dans la diversité. Je tourne en ce moment la vidéo, je suis unique, il n'y a personne à côté de moi, mais je donne à tout le monde. La diversité, je donne. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc, et je ne fais rien pour moi, je fais tout pour les autres. Donc avec cette pensée-là, mais quand tu vas au Sénégal, en Éthiopie, quand tu vas partout, mais tu es perdu dans la rue. Tu demandes un enfant de 12 ans. Tu lui dis, oui, excuse-moi, je suis un touriste, je suis perdu, comment ça se passe? Il arrête de faire ce qu'il fait et il peut t'accompagner jusque là où tu veux. Même des fois, tu n'as même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il va venir de son propre chef parce qu'il va voir qu'il se passe quelque chose de bizarre, quoi. Que ça a l'air perdu, et il va venir. Mais c'est vrai, tu vois. Donc, ce côté univers, notre univers, et c'est pour ça que je parle, quand nous à l'Institut on parle d'univers africain, peut-être qu'il y a des gens ont du mal à comprendre, mais c'est cet univers qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire c'est l'unité dans la diversité. C'est pas parce que Tigui, Mayembe, les cadreurs, les caméras, nous sommes tous différents, mais on a un seul but aujourd'hui, c'est de tourner l'émission quand même. Ouais. Donc c'est ça. Belle allégorie. Mais c'est vrai, on aura des matchs de foot. Il y a un attaquant, un défenseur, mais c'est l'équipe. Et quand tout le monde gagne, c'est l'équipe. Désolée, là, je vais être perdue, mais... Mais c'est pas comme le maquillage, on a le fond de teint, le mascara... Ah oui, d'accord, ok. On est super genré. Bon, bref. Je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est la diversité qui fait les choses. Et lorsqu'on prend les mathématiques après, lorsqu'on prend l'astronomie, lorsqu'on prend la science maintenant, on se rend compte que s'il n'y avait pas l'Afrique, s'il n'y avait pas le continent africain, la science d'aujourd'hui n'existerait pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La singularité, ce n'est pas juste dans les mots, c'est dans les faits. On peut le vivre. Et d'ailleurs, si vous voulez venir en Égypte, les personnes qui sont intéressées, venez en Égypte, venez voir comment ça se passe. Venez voir comment dans le sud c'est différent par rapport au nord, par rapport à ceci. Parce que dans le sud, c'est déjà plus proche du Soudan, avec l'Éthiopie déjà. Donc venez voir comment ça fonctionne. Et arrêtez de rester
à distance et de vivre les choses de manière singulière, mais à distance. Alors justement, on parle de l'Égypte. En tout cas, si comprendre le présent passait aussi par un retour aux origines, on va parler de l'Égypte et surtout aussi du berceau de Kémet pour une plongée entre histoire, spiritualité et reconnexion identitaire. Vous avez récemment conduit un voyage en Égypte. Qu'est-ce que cette expérience a changé en vous, personnellement et aussi intellectuellement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a changé beaucoup de choses pour les voyageurs. C'est très important. Parce que moi, c'est ma énième fois en Égypte. C'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Alors, mon point de vue, c'est votre très... construction aussi. Alors, moi, ma première fois en Égypte, franchement, j'ai pris un billet d'avion, je me suis dit, je vais en Égypte. Je suis allé à l'aéroport. Non, mais je te raconte, Je suis allé à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, en France, je prends l'avion, et à un moment, on passe sous la Grèce, et on arrive, et je vois les pyramides vues du ciel. Et en fait, je sais pas, mais dans ma tête, ça a fait comme un déclic. Parce qu'en fait, j'avais entendu parler des pyramides. J'avais vu, j'ai des photos, j'ai des vidéos, mais j'avais jamais encore vu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclic-là. Et ensuite, pourquoi justement j'ai voulu faire ce voyage? Parce que M. Omotunde, celui qui a fait son premier, son second voyage, nous parlait tout le temps de l'Égypte. Nous disait, il faut aller voir, allez-y, vous verrez, allez sur place, allez voir le tombeau d'Ounas, allez voir les pyramides, allez à Saqqara, allez voir Thèbes, allez à Karnak, allez à Luxor. Et moi, je me suis dit, j'y vais, je vais voir ce qu'il dit. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, je parle de moi, lorsque je prenais des cours à l'Institut, et que M. Moutoun était toujours vivant, moi, tout ce qu'il disait, j'allais vérifier, j'allais voir s'il ne mentait pas, ce monsieur. Parce que pour moi, il faut toujours vérifier ses sources. Et là, le fait d'avoir été sur place, mais j'ai pris une claque. Parce que tout ce qu'il disait, je le voyais. Quand, par exemple, on va en parler un peu plus tard, mais quand, par exemple, quand il dit que la Bible a été plagiée, mais les voyageurs, au bout de 2 jours, ils me disent, ah, mais on a le plagiat. Ah, mais on a le plagiat. C'est-à-dire qu'on se rend dans les musées, on se rend sur place et on voit que c'est un plagiat. Donc ça, c'est une claque. Et aussi, il faut dire aussi, de point de vue, je dirais, identitaire, spirituel, la reconnexion. Parce que l'Égypte est en Afrique, parce que beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre apparemment, mais l'Égypte... Pourquoi vous pensez, vous observez qu'il y a des routes de pensée Oui, j'ai une voyageuse, elle était en Égypte avec moi, elle m'a dit, mais je ne suis jamais encore allé en Afrique. Et je lui ai dit, mais l'Égypte, c'est en Afrique. Mais c'est pour vous montrer que l'Afrique, dans notre inconscient collectif c'est que des Noirs, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, tous les pays, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria, parce qu'on vient de là, c'est vrai. Et le reste, on ne connaît pas. C'est pas l'Afrique. Allez, le Congo, parce qu'ils sont noirs, mais Maroc, Tunisie et autres. Mais j'étais à Paris récemment, une dame me dit, oui, je suis marocaine, mais je ne suis pas africaine. Ah, mais ça, c'est un gros débat avec les pays maghrébins. Maghrébins aussi, donc vous voyez, donc c'est ça le but. Donc c'est aussi de tous les schémas de pensée qu'on nous a mis, tous les stéréotypes, on les annule un après l'autre. De point de vue géographique, géopolitique, même la façon de conduire, la façon de parler, la façon de penser, tout change. Donc, les personnes, au bout de 6 jours, ou au bout d'une semaine, de 2 semaines, ceux qui font la croisière, ils me disent, mais Mayambé, je ne peux plus être la même personne, c'est pas possible. Et les personnes qui croient, plusieurs, il n'y a pas une seule, mais plusieurs personnes qui croient qu'avant l'an 0, c'est-à-dire celui qui crie, Jésus-Christ, celui qui crie, il n'y avait rien. Je leur dis, mais vous rigolez ou quoi? Ça fait mal. Mais ça fait mal à l'histoire. Mais ça existe parce que pour eux, et quand tu es avec ton pasteur ou je ne sais pas trop qui, le pasteur te dit, oui, Jésus, donc pourquoi il n'y a que lui? Mais c'est là que les gens se disent, et c'est quand ils viennent sur place, ils voient des photos de papillons, de lucioles, ce qu'on appelle ici la mangouste. Mais là, les mangoustes, vous en avez plein là-bas. On vous montre un gars en train de tenir une vache, de l'ouvrir parce qu'elle doit faire une offrande. Alors, j'avais une question d'ailleurs sur ces voyageurs qui ont fait partie de ce voyage en Égypte. Quelle est leur typologie? D'où viennent-ils? Leur âge? Leur catégorie? Généralement, ce sont des personnes qui sont afro-descendantes. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris. Mais ce sont des afro-descendants. Quelquefois aussi, j'ai des groupes d'Européens aussi que j'ai découvert et savoir parce qu'eux aussi, des fois, ils sont honnêtes. Certains, en tout cas, sont honnêtes et veulent faire les choses bien. Parce qu'ils se disent, on a notre paradigme de pensée,
on voit les choses autrement, ils veulent venir. Mais la majorité des personnes, ce sont des afro-descendants. Après, effectivement, le niveau d'âge, ça va de 18 ans jusqu'à 77 ans, parce que la connaissance n'a pas d'âge. Tout le monde doit savoir, tout le monde veut connaître. Dès lors qu'il y a eu ce déclic, tout le monde veut venir. J'ai des groupes, des fois, que des jeunes de 25 ans, 24 ans. Ils viennent à 7, 8, 9, 10, et puis voilà, ils viennent. J'ai aussi des personnes à la retraite, ils viennent parce qu'ils ont toujours voulu venir en Égypte, ils veulent avoir une autre vision de l'Égypte, donc ils viennent. Donc c'est tout cela en fait, c'est vraiment prendre conscience que la connaissance n'a pas d'âge. De 17 ans à 77 ans, j'ai du monde, il n'y a aucun souci. Et même certaines fois, sur place, je rencontre des Martiniquais, des Guadeloupéens qui viennent sur place et qui se rencontrent. Et du coup, ils viennent faire le voyage avec moi, je les mets dans le groupe. Voilà. Parce que le but, c'est qu'on puisse voir le monde avec notre regard, pas le regard de l'autre. C'est-à-dire, quand vous allez aux États-Unis, on vous dit il faut mettre un adaptateur parce que la prise n'est pas bonne par rapport à vos objets européens. Mais moi, je dis, quand vous venez en Égypte avec nous, il n'y a pas d'adaptateur. Je vous donne accès à la source directement. Il n'y a pas de... Je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre maître de pensée. Je vous dis juste, regardez ce qui est écrit, regardez la source. Alors, en quoi le fait de marcher, par exemple, sur les terres de Kemet peut-il transformer cette perception de soi pour des personnes afrodescendantes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je vais partir un peu plus loin, mais je vais y arriver, t'inquiète. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a été colonisé, mis en esclavage, on n'a pas retiré que notre âme en tant que personne, on a aussi retiré notre identité. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis descendant d'Afrique, je ne parle pas le Yoruba, je ne parle pas le Manding, je ne parle pas le Bamileke. On m'a coupé. On m'a fait croire que, voilà, ceci, cela, j'étais un meuble. C'est-à-dire, il y a 2 chaises, il y a un micro, on met le noir avec. Donc, tu as été coupé de tout cela. Et lorsque tu reviens en Égypte, ou même en Afrique de manière globale, lorsqu'on sait où aller, mais surtout en Égypte, on se rend compte qu'on avait des royautés, on avait des civilisations, on avait un projet, on avait quelque chose de grand. Et en plus, tout le monde est venu piocher chez nous pour venir faire sa sauce. Ça veut dire qu'il y avait un grand marché de la connaissance, un grand marché du savoir, un grand marché civilisationnel, et tout le monde est venu piocher, les Grecs, les Araméens à côté, tout le monde est venu piocher, les Cananéens, tout le monde est venu piocher à côté, les Européens eux-mêmes sont venus piocher. Donc c'est cela. Donc quand la personne revient, mais elle se dit, mais attends, mais pourquoi on m'a caché ça? Il y a un déracinement de base, de toute façon. C'est ça. C'est pas un déracinement. On t'a envoyé à 10 000 km. Le déracinement, tu prends l'arbre, tu le mets à côté. Tu peux le replanter. Mais là, on t'a envoyé à 10 000 km. Donc là, quand les personnes reviennent, ils voient des choses. Et quand tu mets la religion par-dessus tout, alors là, mais ils se disent, mais attends, mais il y a des gens, sincèrement, qui appellent leur pasteur pendant qu'ils sont en Égypte. Ils leur disent, écoutez, moi, je ne rentre plus dans votre truc. C'est fini. Parce que j'ai vu le vrai texte, j'ai vu le vrai truc, j'ai vu la vérité. Quand, par exemple, on vous dit, je ne sais pas moi, je vous salue Marie pleine de grâce, là, tout ça. Mais c'est écrit sur les temples. Il faut juste savoir lire les hiéroglyphes, et quand les gens savent lire à minima avec moi durant leur voyage, ils disent, ah, mais c'est quasiment la même chose. Quand on vous dit, je ne sais pas moi, le premier jour, deuxième jour, donc du coup, ça crée un choc. Mais aussi, on peut parler aussi d'économie, on va parler de danse. Parce que je vous dis que la harpe, la guitare, tout ça, ça vient de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça vient de l'Égypte antique. Donc quand les gens voient ça, ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qui ne vient pas de l'Égypte antique? Quand on dit la danse classique, tan, 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 mais les dames qui mettent la main comme ça, qui tournent et tout, qui font ça là, tous leurs gestes là, mais ça vient de chez nous. On le voit sur les stèles. Donc du coup, les personnes, quand elles voient ça, elles se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Et du coup, ça crée un nouveau sentiment, ça crée une fierté. Je vous parle même pas des temples. Lorsque tu vois un temple qui fait 25 mètres de haut, une colonne qui représente Ramsès II qui fait 17 mètres de haut dans la même pierre, enfin, tu te dis, mais attends, ça donne le vertige. Ça donne le vertige, mais surtout, ça remet l'église au centre du village. Enfin, moi, je dirais plus le temple au centre du village. Mais ça remet tout au centre, parce que la personne se dit, mais j'ai quelque chose. Je n'ai pas que faire petit bout Monalo, faire Ansbertrand Goya. Voilà, je peux faire autre chose, je peux faire de grandes choses. Et ce sentiment de grandeur, c'est cela qu'on nous on suscite et que les gens réussissent à avoir durant le voyage. D'ailleurs, en parlant de grandeur, l'Égypte ancienne, on l'a souvent présentée comme orientale, méditerranéenne, mais c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit, l'identité africaine. Pourquoi ce lien
paraît-il, encore un petit peu tabou? Ah, c'est très simple. C'est extrêmement simple. Le but, vous savez, je vais être gentil, hein. Franchement, je vais être gentil. Vous savez, le but de la civilisation occidentale, c'est de se rapprocher au maximum de la civilisation africaine. Parce que elle, la civilisation occidentale, elle n'a aucun fondement, elle n'a aucune base. Ok? Quand vous dites 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, on vous dit que ce sont les Arabes. Mais les Arabes eux-mêmes se sont inspirés de l'écriture hiératique qui elle-même s'est inspirée des Médonitiens. Donc quand vous dites A, B, C, D, vous parlez en fin de compte de l'Africain. Ok, vous parlez l'Africain. Quand vous voulez faire, par exemple, calculer une circonférence, ça vient de l'Égypte. Quand vous voulez apprendre à danser, ça vient de l'Afrique. Donc le but de l'Européen, c'est de se rapprocher au maximum. Donc c'est très simple. Quand vous vous rendez en Égypte, on va vous parler de Ptolémée, qui est un grec. Parce que l'Égypte a perdu quelques batailles, donc les Grecs sont venus sur place. On va vous parler d'Alexandre le Grand, Alexandrie. Mais tout ça, on ne vous donne pas les dates. C'est 500, 300. Alexandre le Grand, c'est 300 avant Jésus. La civilisation égyptienne, c'est 6000 ans avant Jésus. Et je ne sais pas moi, c'est comme si vous me parlez on parle d'un enfant qui a 2 ans. Et à côté, on a sa grand-mère qui a 200 ans. Elle a fait un exploit. Vous voyez un peu le truc? Donc, le but de la civilisation européenne, c'est de se rapprocher au maximum. Donc, on va vous dire c'est très oriental, c'est métissé. On va même prendre les tests ADN. On va te dire, regardez, mais oui, ils avaient... ça, c'est devenu un peu une tendance de faire des tests. Oui. Regardez, il a une partie orientale en lui. C'est 1%. C'est 2, 3, 4%. Mais je ne sais pas, moi, votre enfant, c'est comme si... Je prends un exemple. Votre enfant, on vous dit qu'il va à l'école que 4% dans l'année. Mais il ne va pas à l'école. Mais là, on vous dit qu'il y a 4% d'oriental ou d'autres chez les pharaons, d'autres qui sont métissés, d'autres. Mais non, il n'y a que 4%. Mais ça, il faut toujours se rattacher à. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, on dit rattachez-vous comme vous le voulez, il n'y a aucun problème. Mais nous, quand on vient sur place, on montre la vérité. Mais ce n'est même pas moi. Quand on va dans un musée, il y a les plaques pour expliquer les statues. Mais quand les gens lisent, il va manquer 2600 ans, 3600 ans. C'est trop flou, en fait, pour les gens. Temporalité, on le rend flou. Ouais. On le rend flou exprès pour qu'il n'y ait pas cette vision claire. C'est simple. Avant 1500 ans, 1000 ans avant celui qui crie, c'est Jésus-Christ, celui qui crie, il n'y avait aucune entrée, aucune possibilité. On les gagnait tous. C'est type premier, Ramsès. De toute façon, quand vous viendrez sur place, vous verrez, on les tient comme ça par les cheveux. Il n'y a aucun souci. Vous venez avec moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, on vous montre qu'on les tient par les cheveux et on gagne des batailles. La bataille de ce type premier, la bataille de Ramsès. On ne parle jamais de ça. C'est comme quand on regarde un documentaire animalier. On va vous montrer que le lion a attrapé la gazelle une fois. On ne va jamais vous montrer comment la gazelle a échappé au lion 9 fois sur 10. Donc là, c'est pareil, on va toujours vous raconter l'histoire orientée. Et en plus, derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, sans se couper, ils vont vous dire, vous savez, dans le monde oriental, donc ils vont prendre une voie, vous faire des plans avec un drone et tout, mais ils mentent. C'est que du mensonge. Parce qu'ils veulent toujours se rapprocher, parce qu'ils savent que eux, c'est du vide. Et nous, on le prouve à l'Institut, il n'y a aucun problème avec ça. Est-ce qu'au fond, ce voyage, c'est pas aussi une forme de guérison collective, j'entends par là, une manière de réconcilier aussi mémoire et présent? C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on parle de mémoire et de guérison, c'est un très beau mot, parce que la majorité des personnes, bon, je ne vais pas spoiler, mais la majorité des personnes, quand ils rentrent dans les pyramides, la pyramide de Khafre, la plus grande, tout le monde se met à pleurer. Ah, il y a une émotion vive qui est ressentie. Je n'ai aucun voyageur qui n'a pas pleuré. Même des fois, j'ai des enfants de 12 ans, je les vois se mettre à côté, ils commencent à faire... Avec pudeur, mais ils le font. La dame de 70 ans, qui a la retraite, qui peut être ma grand-mère, elle se met à pleurer aussi. Pourquoi? Parce que cette rupture, elle a fait mal, qu'on ne le veuille ou pas. On parle de traumatisme, on parle de guérison, prenez les mots que vous voulez, mais ça a fait mal, ça a blessé. Et quand vous revenez sur place, vous avez l'impression d'être chez vous. C'est-à-dire c'est un sentiment nouveau. Vous n'avez pas l'impression de vous... vous avez l'impression de faire corps avec le pays, corps avec les pyramides, corps avec Saqqara, ou peu importe le temple, corps avec toute l'histoire. C'est extraordinaire. Donc la majorité des personnes, bon, je spoil peut-être pour certains, mais tout le monde pleure, parce que tout le monde reçoit cette décharge émotionnelle. Et après, mais ces personnes, il faut les voir.
dans leur travail, la famille, les amis, ils m'appellent, me disent mais j'étais avec un tel, je lui ai expliqué ce que j'ai vu, machin, il vient en Égypte aussi, parce que ça crée un sentiment nouveau. C'est comme si on plante une nouvelle graine qui s'appelle, la graine s'appelle soi-même, hein. Elle s'appelle pas autrement, elle s'appelle soi-même, et on la fait grandir. Ça devient un arbre, ça devient une forêt, et on prend plaisir à ça. Et c'est exactement ça. Et je vous parle même pas des personnes qui restent 1 heure dans la pyramide, celles qui restent 2 heures alors qu'il fait super chaud à l'intérieur de la pyramide, mais parce que c'est un moment extraordinaire pour eux, c'est un moment où ils reçoivent un message, une émotion, des sensations qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est aussi un moment magnifique du voyage. Même si moi, derrière, je dois rester 3 heures à surveiller des personnes. Ah, mais ça fait partie du job. Mais c'est partie du job parce que faut bien comprendre une chose. Nous, on est là pour l'élévation. Oui. On est là pour que les gens puissent s'élever, grandir, comme une fleur, comme le soleil, comme ceux qui nous entourent, tout s'élève. Moi, je n'ai jamais vu un arbre couché. Bon. À part rentrer dans de cyclone, bien sûr, mais un arbre, ça suit le soleil, une fleur, ça suit le soleil. Donc, mais la lune a bien une influence sur les marées. Donc, tout le monde a une influence sur tout le monde et on va de l'avant et on grandit ensemble. En tout cas, on comprend que comprendre ses origines, c'est aussi revisiter les récits qu'on nous a transmis. Et parmi ces récits, certains questionnent les fondations même de la spiritualité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous l'avez évoqué, les plagiats bibliques, par exemple. De quoi parle-t-on concrètement? Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Très clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ramené des images, donc on pourra les montrer, parce qu'il faut montrer à la population. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, il faut qu'on arrête de manger une soupe qui est déjà froide. C'est aussi simple. Toujours des métaphores parlantes. Mais c'est clair. Mais il faut arrêter de manger une soupe qui est froide. Au beurre réchauffé au micro-ondes 10 000 fois et maintenant plus personne n'en veut. Pourquoi? Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on voit. Ma grand-mère est tombée dans le panneau. Ma grand-mère était Mandjova, 32 doses, vaccinée, aucun problème. Mon père a fait la transition. Il n'est pas rentré, mais il ne savait pas trop aller. Mais nous, quand même. Alors oui, mais on parle de réseaux sociaux, mais pareil, on peut se faire trahir. Il faut toujours, on parlait de vérifier ses sources. Justement, c'est très important. C'est pour ça que quand je fais des lives sur TikTok ou avec d'autres personnes, je montre toujours les images. On peut mettre la première image, comme ça. Alors, est-ce que la technique, peut mettre les images ? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la soupe, elle est froide. Et nous, on veut maintenant manger quelque chose de, pas de réchauffé, mais qui vienne chez nous et qu'on puisse maîtriser les choses. Parce que sinon, on va se retrouver encore dans Jésus-Marie, 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 qui vient nous sauver, alors que Marie, elle n'a rien à cirer de nous. Et en plus, si Marie existe, Marie, c'est une Égyptienne. Parce que Marie, c'est Isis. Bon, je prends un exemple très clair. Paris. Quand on dit Paris, tout le monde dit Paris, Paris. Tout le monde dit Paris, pas de souci. Tout le monde dit Paris, ok. Mais Paris, c'est Par-Is. Par, P-A-R, Is. Donc ça fait Père Isis. Par Isis. Donc Père, c'est la maison en Égypte antique. Ça veut dire Père, c'est maison, P-E-R. Et Isis, c'est Isis. Que tout le monde connaît. Donc Paris, c'est la maison d'Isis. Donc même quand vous êtes même dans la capitale européenne, qui s'appelle Paris, en fin de compte, c'est africain. Donc si on revient maintenant au plagiat, c'est très simple. Quand on vous montre la scène de l'allaitement, on vous montre Marie, iconique, Marie en train de tenir. Alors là, celui qui crie, c'est magnifique. Mais cette scène-là, elle existe déjà en Égypte antique, 3000 ans avant Marie. Oui, cette iconographie. Cette iconographie existe. Vous allez au Louvre, vous voyez exactement Aceta en train de tenir Horus, en train de l'allaiter. Donc vous voyez que c'est la scène de l'allaitement, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et puis même, je rajouterais qu'il y a aussi la scène de la création du monde, les lois morales, les récits aussi patriarches. Tout ce que tu veux, l'arche de l'alliance. Oui. On te dit oui, il y avait les textes. Mais viens en Égypte, je te montre des arches. On sait même plus quoi faire des arches. Ben oui, et dedans, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait effectivement des rouleaux pour la connaissance, le savoir. C'est la même chose. Quand on vous dit, par exemple, le baptême, on vous dit, oui, je me suis fait baptiser, donc j'ai passé un cap. Vous devez voir des baptêmes. Sauf que nous, le principe du baptême, c'est pas tout le monde qui était forcément baptisé. C'est le pharaon qui était baptisé. Parce que le but du pharaon, c'était d'être le représentant de Dieu sur terre. Quand je dis ça, je fais attention. Parce que tout de suite, on va faire l'amalgame avec Louis XIV, Louis XVI, qui dit « je suis soleil, je suis le roi ». C'est pas ça. Quand Pharaon dit qu'il est le représentant de Dieu sur terre, déjà, qu'est-ce que Dieu de la pensée africaine? Dieu de la pensée africaine, il n'y a pas de pensée mauvaise.
Il ne va jamais te dire, comme on va voir dans l'Apocalypse, mon fils va descendre avec des langues en sabre et pouvoir tuer, machin. Il ne va jamais te dire, comme Moïse, de mettre un signe sous les portes et je vais tuer les gens qui sont... Ça n'existe pas. Il n'y a pas de scène de crime. Donc du coup, le but de Pharaon, quand il te dit qu'il est le représentant de Dieu sur terre, c'est pas qu'il veut se donner une titulature ou un titre au-dessus de quoi que ce soit. Il veut juste te dire, je ne peux pas te faire du mal. Tu vois un peu le truc? Quand tu as dit Pharaon, mais par exemple, prenons les noms. Imhotep, qui est un premier ministre, ok? Imhotep, ça veut dire en paix. Le gars s'appelle en paix. Pourquoi tu veux qu'il ait tué quelqu'un, aller embêter quelqu'un? Mais c'est vrai. Avec la nomination, quand même. Avec la nomination, c'est ça. Quand on prend aussi, par exemple, on revient à la partie biblique. Quand on vous dit que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant par l'Immaculée Conception. On va au temple d'Hatshepsut. Quand vous montez l'escalier, c'est à droite, ceux qui veulent aller tout seuls. Vous montez le grand escalier, sur le deuxième niveau, c'est à droite. Vous voyez Djibouti, il met la main devant, comme dans la Bible, il met la main devant et il dit à Hatshepsut, tu vas avoir un enfant par l'Immaculée Conception. Et en plus, le petit tips qui va avec, c'est que la cartouche de l'œuf est représentée et l'œuf il n'est pas craqué, il n'est pas ouvert. Donc du coup, comme l'œuf n'est pas ouvert, c'est qu'elle était conçue de façon divine, parce qu'il n'y a pas eu de conception de la femme, voilà, pour bien comprendre. Donc on voit que tout ça vient d'Égypte en fin de compte. Quand vous dites par exemple je vous salue, tout ça vient d'Égypte. J'ai même rapporté une phrase, je peux la lire en direct pour tout le monde, comme ça ce sera parfait. On va prendre le texte de l'Égypte, Papyrus Slade. Ceux qui sont de l'ouverture de sa bouche, ceux qui sont de l'ouverture de sa bouche, ce qu'il a dit à son cœur, il a vu venir à l'existence. Texte de la Bible, car Dieu dit, et la chose arrive, et il leur donne, et elle existe. C'est la même chose. C'est le même concept en tout cas. Mon fils Osiré est désormais dans ton sein. On parlait de la conception divine. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois les hommes malgré eux. Aussi sera-t-il signe de ma puissance, de ma bonté, ainsi soit-il fait. Texte biblique, Évangile Luc 1, 28, 35. Sois joyeuse, toi qui es de la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais on voit que c'est exactement le même concept. On voit que c'est exactement la même chose. Donc, celui qui a écrit la Bible, il était comme ça. C'est-à-dire, il avait un document à côté. Vous voyez, quand on est à l'école, il a un document à côté, il est comme ça. Et il regarde à côté pour voir. Pour copier. Pour dire, bon, voilà. Donc, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre les choses, que cette situation dans laquelle nous sommes, je ne dis pas que c'est de notre faute. Il faut juste qu'on ait accès à la connaissance. Donc, on ne veut pas nous donner accès à cela pour pouvoir rester la domination physique, mentale. Parce que le premier empire, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. C'est soi en tant que personne. Le premier empire, c'est toi. Et de là qu'on t'a colonisé, toi en tant que personne, on peut te faire avaler n'importe quoi. Il y a aussi cette notion de, il me semble, de maths, alors je ne sais pas comment on le prononce, M-A-A-T, oui. Qui est centrale en tout cas dans la pensée égyptienne et qui aurait inspiré les 10 commandements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que maths aussi, ce que symbolise? Alors maths, c'est quoi? C'est la maths. Il faut dire maths. Il faut glisser un peu sur le A. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Je vais l'expliquer de manière très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Okay? Oui. Avant, lorsque le pharaon voulait prendre une décision, il ne se levait pas et disait, bon, demain, je vais couper 2 forêts. Non. Il va consulter Maat, qui est la justice, l'équilibre et la raison morale. Je vais dire comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Bien sûr. Et il demande à Maat, au fait, est-ce que l'action que je vais faire, elle est en accord avec l'humanité, avec la création? Et si Maat lui dit non, il ne fait pas. C'est-à-dire, à aucun moment, tu verras du coup un pharaon partir et aller tuer une autre civilisation. Parce que dans les 42 lois de la Maat, tu ne tueras point, tu ne feras point, il y a 42 commandements, là où ils n'ont que 10 dans la Bible. Donc en fait, Maat sert de garde-fou pour ne pas aller faire n'importe quoi, l'attaquer n'importe quel moment. C'est comme si tu veux, c'est la conscience de l'humanité. Mais il faut savoir que Maat,
Pharaon suivait Mahat, mais le Créateur lui-même, qui est Dieu, lui-même a dit, Mahat, est-ce que la création que j'ai mise en place est conforme à l'équilibre, à la justice et à la bonne morale? Donc le Créateur, il est le Créateur aussi, lui-même dit, attention, je consulte Mahat avant d'aller plus loin. Donc Mahat est ce garde-fou. C'est un peu la maman, si tu veux, un peu du foyer. C'est la maman qui dit, attention mon fils, là, le chemin que tu prends, ce n'est pas la bonne voie. Comme on dit en créole, le livre-là, sans j'allais. En gros, en français, ce livre-là, je l'ai déjà lu. Fais attention, ne va pas là, va plus par là. Donc, c'est un concept qui est métaphysique, certes, mais qui permet aux personnes ou à la population, Pharaon ou autre, de ne pas dévier, d'avoir toujours de la bonne gouvernance, de la bonne pensée, l'un envers l'autre, ce qui n'existe pas. Et d'ailleurs, pour terminer, il y a 42 lois de la Mahat. Il n'y a que 10 commandements. Ça veut dire qu'en gros, quand ils étaient à la maternelle chez nous, on leur a donné que 10 commandements. Parce qu'ils étaient à la maternelle et on pensait qu'ils allaient évoluer. Mais finalement, ils ont préféré faire la guerre et ils n'ont jamais eu accès aux 42 de la Mahat, tout simplement. Alors, il y a quand même une question fondamentale que j'aimerais vous poser avant, évidemment, de clôturer sur cette partie. Mais comment on explique que ces influences spirituelles africaines aient été réécrites, renommées, effacées, de culte en tout cas des ancêtres? Pourquoi? Comment on l'explique? Alors c'est très simple. Smith et Wesson. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est aussi simple que ça. Pour la fois, c'est plus comprendre. Parce qu'on va tourner autour du pot. Smith et Wesson. Okay. Ça veut dire, une fois j'étais dans une conférence, une dame m'a posé la même question. À peu près, mais comment c'est possible qu'on avait tout ça et que tout cela est parti, que nous, on ne sait même pas que ça vient de chez nous? C'est très simple. Et je vous prends ça à la porte d'entrée de chez vous. Je mets un enfant de 3 ans, je lui donne une Kalachnikov. Essaie de sortir de la maison. Il a 3 ans, il a une Kalachnikov. Essayez de sortir de la maison. Vous ne sortez pas. Vous dites, attends, chérie, dépose, machin. Ça crée un traumatisme. Ça crée la peur. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on a créé des peurs. On a créé des traumatismes. Ce sont des suites de guerre. On prend l'exemple de l'esclavage. Un exemple tout simple. Le lundi, tu es la Belgique. Le mardi, tu es le Portugal. Le mercredi, tu es la France. Le jeudi, tu es l'Allemagne. Et le vendredi, tu es l'Angleterre. Au bout du moment, tu n'as plus de ressources humaines sur place pour pouvoir te battre. Donc, il faut bien comprendre que c'est par la guerre, la violence, que, justement, ils ont pu nous atteindre et faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, il n'y a eu à aucun moment une relation d'homme à homme, de lumière à lumière. Donc, c'est parce qu'il y a eu la guerre et qu'on a perdu la guerre qu'effectivement, ils ont pu avoir accès. Et lorsqu'ils ont eu accès, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le temps de faire une chose simple, de tout brûler, tout raser, tous les sages-champs, tous les savants, on les a tués pour pouvoir mettre uniquement leur savoir. Et au bout de 1, 2, 3, 4, 5 générations, tout est perdu et tout est passé à la trappe. Alors là, on peut voir effectivement à l'écran une photo de vous. Une photo de moi en Très Égypte. fière devant ces hiéroglyphes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte? Alors là, on est dans le tombeau d'Ounas. Et le tombeau d'Ounas, c'est le tombeau où on parle de la résurrection. Ça veut dire l'homme doit être précis et mis. C'est marqué, il est vivant, encre F, encre F. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ounis, donc Ounas, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est vivant. Ça veut dire, c'est comme dans la Bible, souvent on parle de il est vivant, Jésus, il est ressuscité. Mais c'est exactement le premier texte. Et n'importe quel égyptologue de bas étage est honnête, avoue que, avoue que la racine des religions actuelles sont dans le tombeau d'Ounas. La preuve, Morgan Freeman est venu, le célèbre acteur, il est venu en Égypte. On l'a directement amené au tombeau d'Ounas pour pouvoir voir cela. Sauf que, ils ont menti à la télé. La télé, ils ont dit que c'était le tombeau de Titi et pas le tombeau d'Ounas. Mais bon, ça c'est même... les médias, qui vérifient un petit peu leurs sources, ma foi. On voit encore d'autres images. On a vu les pyramides à distance. À distance. Là, l'hôtel aussi, parce qu'il faut aussi montrer l'hôtel. C'est très important parce qu'on se déplace, mais il faut être dans un bon cadre. Donc certaines fois, les personnes ont des hôtels avec des jacuzzi, voilà. Ah bah là, voilà. ça Donc donne là, envie, mais on prend le petit déjeuner. Oui, mais c'est parti. On prend le petit déjeuner et en même temps, on voit les pyramides. Donc je vous assure que le petit déjeuner dure très longtemps. Un brunch finalement. Voilà. Là, c'est l'hôtel. Mais voilà, là, c'est l'hôtel. Vous voyez un peu comment on est bien, tranquille. On passe un bon moment. Comment, d'ailleurs, ces voyages sont toujours d'actualité? Oui, toute l'actualité.
Il suffit simplement de Voyage Kama. Alors, ceux qui nous suivent sur les réseaux, venez me parler sur les réseaux. Oui, mais vous pouvez très bien redonner les réseaux, puisque peut-être donc, qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont nous suivre. C'est vrai. Donc, vous allez sur le réseau de Kalala Omutunde. Donc, Kalala Omutunde, il n'y a pas de souci, vous mettez tout Kalala Omutunde. Ou tout simplement, ceux qui sont en Guadeloupe, venez à l'Institut d'Histoire à Nijar, ou sinon, vous mettez Voyage Kama avec un K Kama, donc Voyage Kama @gmail.com. Vous m'envoyez un message et puis je vous réponds. Et vous faites comme tout le monde. Et en 48 heures, on vous colle votre dossier. Et peut-être dans 3 mois, vous êtes en Égypte. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On retient que réparer la mémoire, c'est aussi préparer l'avenir, ma foi. Avant de se quitter, est-ce que vous avez une dernière parole pour rassembler tout ce qui s'est passé pour cette émission, ce jeudi anthropologie, qui nous inspire? La chose, elle est très simple. On a retiré la graine, l'arbre que nous avons en nous, qui était un très bel arbre, qui donnait de très beaux fruits. Maintenant, grâce au savoir, grâce à la connaissance, on peut prendre le temps de refaire germer cette graine. Donc, mon invitation, c'est très simple. Il faut étudier, il faut écouter les émissions que nous faisons, il faut écouter peut-être d'autres vidéos aussi de différentes personnes pour pouvoir refaire grandir cet arbre, refaire grandir cette graine que vous avez en vous. Parce qu'une fois qu'elle est bien enracinée, vous êtes inarrêtable. C'est aussi simple que ça. C'est très beau, merci en tout cas beaucoup Maniambe pour cet échange passionnant et éclairant. Alors ce soir, c'est à travers cette émission Jeudi Anthropologie que nous avons ouvert un espace de réflexion sur notre rapport à la mémoire, au savoir et à la spiritualité. Je le rappelle, la Bibliothèque du Savoir s'est lancée, une plateforme en tout cas vivante pour apprendre, comprendre et transmettre. Comme le dit joliment en tout cas Maniambe, ce n'est pas une opinion, c'est une mémoire. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans Focus sur l'actualité sur Canal 10, votre rendez-vous d'analyse et de compréhension sur notre territoire et même au-delà. On vous souhaite évidemment une très bonne soirée sur Canal 10.